Monsieur le Président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, merci de nous recevoir. Merci. Voilà maintenant un peu plus d'un mois que le deuxième tour des élections présidentielles en Côte d'Ivoire s'est terminé. Voilà plusieurs semaines également que la Cour constitutionnelle vous a déclaré légitimement président. Néanmoins, le pays affronte une crise politique sans précédent. Je voudrais avoir votre lumière et je voudrais que vous m'expliquiez pourquoi il y a un antagonisme entre la Cour constitutionnelle qui vous annonce président légitime et le Conseil électoral qui, lui, annonce d'autres résultats. Il n'y a pas d'antagonisme, cher ami. Dans nos textes, il n'y a pas d'antagonisme. La commission électorale indépendante est une administration. Et c'est moi qui ai lutté pendant des années pour obtenir sa création. C'est quand j'étais dans l'opposition, nous allions aux élections, mais les élections étaient organisées par le ministre de l'Intérieur. Vous savez, c'est le modèle français ici. Et le ministre de l'Intérieur étant un militant du parti au pouvoir, quelquefois il tordait le cou aux résultats. Donc nous avons milité pour avoir une commission électorale qui puisse être un peu plus proche de tous les candidats. Mais la faute que nous avons commise, c'est de mettre dans cette commission électorale les partis politiques antagonistes, donc qui quelquefois, comme c'est dans le cas présent, paralysent l'action de la commission. Mais ce n'est qu'une administration. Et elle n'est pas habilitée à donner les résultats des élections. Elle émet les résultats provisoires, qui ne deviennent des résultats que quand ils sont confirmés par le Conseil constitutionnel. C'est le Conseil constitutionnel qui est la seule juridiction suprême habilitée à donner les résultats d'une élection présidentielle et d'une élection référendaire. Et c'est elle qui est habilitée à proclamer vainqueur un candidat à l'élection présidentielle. C'est elle aussi qui est habilitée à recevoir le serment que prête ce candidat qui a été proclamé vainqueur. Il n'y a pas d'ambiguïté. Dans ce cas-là, nous sommes exactement comme le cas français. Bon. Et nous avons copié sur ce point les institutions françaises. Voilà. Donc, ce qui s'est passé dans notre cas, et c'est là qu'on en arrive à la politique et à des pratiques assez honteuses de certains représentants de grandes puissances, c'est que la commission électorale a 3 jours francs. L'élection ayant eu lieu le dimanche, elle a jusqu'à mercredi à minuit pour donner les résultats provisoires si elle veut les proclamer. Nous avons entendu devant nos postes de télévision, mercredi minuit, il n'y a pas eu de résultats. Même mercredi à minuit moins le quart, le président de la commission électorale est passé à la télévision pour dire qu'ils ne sont pas prêts et qu'ils n'ont pas encore donné de résultats. À partir du délai constitutionnel, c'est-à-dire mercredi à minuit, 1 minute après, le dossier passe dans les mains du Conseil constitutionnel, ce qui fut fait. Et le président du Conseil constitutionnel est passé à la télévision, j'ai dit pour nous dire que désormais, il a la charge du dossier avec son conseil et qu'ils sont en train de délibérer. Et c'est-à-dire que la CEI vous a piégé? Oh, ce n'est pas la CEI qui nous a piégé, je vais vous dire ce qui nous a piégé. Pendant que le Conseil constitutionnel délibérait, puisque c'était une juridiction, elle délibère à la fois sur les dossiers tels que transmis par la CEI et elle délibère aussi sur les contentieux. Et nous avions déposé des requêtes en annulation de certaines zones, parce que ce qui s'est passé, j'espère qu'on en parlera, ça ne ressemble pas à des élections. Pendant donc que le Conseil constitutionnel délibérait,
l'ambassadeur de France et l'ambassadeur des États-Unis sont allés chercher le président de la commission électorale et l'ont emmené à l'hôtel du Golfe pour qu'il dise là-bas certains résultats. Alors, il y a quelques remarques quand même. Premièrement, dans nos lois, en tout cas, le président de la commission électorale ne parle pas tout seul. Pour qu'il parle, il faut qu'il soit entouré de l'ensemble des membres de la commission électorale. Il faut qu'il soit entouré de l'ensemble des commissaires. Puisque c'est une commission qui est composée avec plusieurs partis politiques. Donc, il est tout seul. Deuxièmement, il est hors délai. Parce que le délai, c'est 3 jours francs, c'est-à-dire jusqu'à mercredi à minuit. Ce délai est passé. Donc, il n'a plus à donner des résultats. Troisièmement, on l'amène à l'hôtel du Golfe, qui est le quartier général de campagne de mon adversaire, pour qu'il proclame des résultats. Avouez que c'est un peu trop. Hein? Mais vous mettez Laurent Gbagbo directement en cause l'ambassadeur de France et l'ambassadeur de Grande-Bretagne, donc. Non, des États-Unis. Des États-Unis. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. J'ai dit que ce sont eux qui sont allés chercher Youssouf Bakayoko, le président de la commission électorale indépendante, et qui l'ont amené dans le quartier général de mon adversaire, où, dit-on, il a dit des résultats. Mais ces résultats sont, du fait des 3 remarques que je viens de faire, nuls et de nul effet, puisque, de toute façon, ils sont hors de l'air, ils sont hors du lieu, ils sont hors cadre. Bon, donc, ils sont nuls et de nul effet. Mais ce qui m'a frappé, et ce qui a créé la crise, c'est qu'à partir des déclarations de Youssouf Bakayoko, tout seul, là-bas, le représentant du secrétaire général des Nations Unies dit qu'il certifie ça. En même temps, la France, les États-Unis disent qu'ils reconnaissent ça. Ils mobilisent. Pourquoi, Laurent Gbagbo? Pourquoi la communauté internationale suit-elle les recommandations de l'ambassadeur de France et de l'ambassadeur des États-Unis? Pourquoi? Oh, ça, c'est un problème qui est assez facile à comprendre. Mon adversaire, ça fait au moins 10 ans, ou bien 17 ans, que ces puissances-là cherchaient à le mettre président de la République. 17 ans, depuis la mort du fou en 1993. Son histoire est un peu celle de certains cadres des institutions financières internationales qui ont été débarqués sur l'Afrique en 1990. Je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas africains, mais ils ont été débarqués à la tête des gouvernements africains. Il y en a eu un au Mali, il y en a eu un en Côte d'Ivoire, il y en a eu un au Bénin, il y en a eu un au Gabon, il y en a eu un au Congo. Il y a comme ça quelques pays où ils ont poussé les vieux dirigeants à prendre quelqu'un de leur cru. Bon. Et à la mort du feu Boigny, il a tenté d'être président et depuis, avec l'appui de cette communauté internationale, et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a longtemps que les gens cherchent alors, à en faire un président, un chef d'État. L'Union européenne également? Je pense. L'Union européenne conteste votre légitimité. Oui, mais je veux dire que l'Union européenne, elle suit la France. Vous savez, Yalta n'est pas mort. Yalta n'est pas mort. Et dans les relations entre les grandes puissances aujourd'hui, chacun a sa zone d'influence. Et quand il s'agit des pays francophones d'Afrique noire, quand la France parle, tous les autres suivent. Donc ça, c'est pas nouveau. L'ONU également? Ah, bien entendu. Toutes les résolutions qui ont lieu sur la Côte d'Ivoire à l'ONU, c'est la France qui écrit le draft. C'est la France qui écrit le draft. Nous l'avons contesté plusieurs fois, mais nous sommes un petit pays, nous ne sommes pas une puissance nucléaire, nous n'avons pas le droit de veto, nous ne sommes même pas au Conseil de sécurité. Donc, voilà ce que je vais vous dire. Donc,
ce qu'il faut bien comprendre, c'est un résultat illégitime proclamé hors délai par quelqu'un qui n'avait plus le droit de le proclamer. C'est là-dessus que tout l'Occident se braque, alors que quand le Conseil constitutionnel finit de délibérer, c'est une institution, elle finit de délibérer, elle donne des résultats et elle proclame élu un président qui est moi. Il ne veut pas en entendre parler. Ce n'est plus du droit. Là, ce n'est plus du droit. C'est la volonté des puissants d'imposer quelqu'un. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec cette manière de faire. Parce que, vous savez, en Afrique, nous sommes des jeunes nations en construction. Nous sommes des États fragiles en construction. La première aide à nous apporter, ce n'est pas l'argent. Les gens se trompent souvent. La première aide à nous apporter, c'est de nous aider à avoir des institutions qui tiennent la route. Et quiconque intervient pour que nos institutions s'affaiblissent, celui-là, il est contre l'émergence de nos États et de nos nations. Vous mettez en cause, Laurent Gbagbo, la France, oui, l'Union européenne, oui, l'ONU, les États-Unis. Alors, expliquez-moi pourquoi l'Union africaine, ou certains pays, ou des pays de la CEDEAO, estiment qu'ils pourraient utiliser la force pour vous déloger du pouvoir. Écoutez, sur les problèmes des pays africains, permettez-moi de ne pas être trop, de ne pas trop m'étendre. D'abord, ça m'évitera d'être méchant. Et puis ensuite, ça va éviter des querelles de voisinage. Donc, permettez-moi de ne pas être trop méchant. Mais sachez seulement que la première chose que j'ai remarquée quand je suis devenu président en 2000 et que j'ai assisté aux premières réunions, j'ai dit en Afrique, il n'y a pas de politique étrangère. L'impression que j'ai, c'est que chacun cherche à avoir un parapluie, à plaire. Comme ça, il est protégé. Vous me dites que les résolutions... Je me contente de dire cela. Vous me dites quand même donc que les résolutions, les décisions que annonce la CEDEAO sont téléguidées? Elles sont dictées. Par qui? Mais par ceux qui y ont intérêt. Par ceux qui y ont intérêt. Elles sont dictées. Mais vraiment, sur ce point-là, sur ces pays africains, permettez-moi de me contenter de ne dire que ça. Et quand la représentante des droits de l'homme à l'ONU vous stigmatise également et vous pointe du doigt, que répondez-vous? Ah oui, ça c'est un autre problème. Ça c'est un autre problème auquel je veux bien répondre à long et à large. Vous savez, cher ami, heureusement que ça fait quelques années que je suis là. Et aujourd'hui, quel est le problème en Côte d'Ivoire? C'est-à-dire que des élections ont eu lieu. Le problème est de savoir qui les a gagnées. C'est ça le fond du problème. J'ai dit que je les ai gagnés parce que les institutions qui ont seules la responsabilité de dire qui a gagné disent que c'est moi. Bon. Les autres veulent dire autre chose. Ils disent autre chose, mais ils voient bien qu'il n'y a pas de fondement de droit. Parce qu'ils disent, quand des gens disent c'est Ouattara qui a été élu, il n'y a pas de fondement, il n'y a aucun fondement de droit. Alors, comme toujours dans ces cas, quand ils n'ont plus d'arguments sur le fond de la question, c'est-à-dire qui a gagné les élections, ils brandissent, ils font un glissement et ils brandissent les droits de l'homme. Je vais vous dire, en 2000, quand j'ai été élu, c'était exactement le même scénario. J'ai été élu en 2000, les mêmes ne voulaient pas que je sois élu. Mais ils n'en pouvaient mais. J'ai été élu, Ouattara n'avait même pas été candidat. Donc, ils ont fabriqué des charniers. Ils ont dit, voilà un charnier, c'est Gbagbo qui l'a fait. J'ai ordonné à la justice de travailler. Elle a travaillé, le procès a eu lieu, les gendarmes qui étaient accusés ont été acquittés.
nous avons fait venir une commission de l'ONU qui a travaillé. Il y a tous ces, et nous avons nous-mêmes donné des réponses. Tous ces éléments en 2000 sont dans ce dossier que je vous remets et que je vous offre. Vous allez voir qu'il n'y a ni île, ni vie sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce sont les mêmes glissements qu'ils opéraient en 2000 qu'ils opèrent aujourd'hui. Vous me dites donc explicitement qu'aujourd'hui, on tente de fabriquer des preuves pour vous mettre en cause. Oui, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Lorsque la représentante des droits de l'homme de l'ONU annonce que 179 personnes seraient mortes, vous contestez ces chiffres? Moi, je ne contestais rien. Je me dis que je n'ai aucune preuve, on ne m'a donné aucune preuve. Moi, j'ai lancé les procureurs de la République pour faire des enquêtes. J'attends le résultat de ces enquêtes. Je vais mettre sur pied d'ailleurs une commission à la présidence chargée des droits de l'homme avec le professeur des droits de Insegui qui va coordonner tout ça et puis nous allons voir clair. Mais ce que je vais vous dire, chers amis, c'est que le fond de la question aujourd'hui, c'est que nous avons fait des élections, qui les a gagnées? C'est ça qui est le fond. Et je me suis contre les gens qui font des glissements, qui veulent faire des glissements. Qui a gagné ces élections? Alors moi, j'appelle une commission. J'ai dit, ceux qui ne veulent pas reconnaître ma victoire, qu'ils viennent, qu'on forme une commission et qu'on regarde les bulletins de vote, qu'on compte les bulletins de vote, qu'on regarde les procès-verbaux des bureaux de vote, et puis après, qu'on voit qui a gagné. Parce que c'est important de savoir qui a gagné. On ne peut pas faire des élections comme ça et puis proclamer vainqueur n'importe qui. Qui a gagné ces élections? C'est ça le fond de la question. Donc vous légitimez votre victoire sur le droit. Ah oui. Lorsque vous avez la Cour pénale internationale, qui également vous stigmatise, vous montre du doigt, et envisage peut-être de futures poursuites pénales. Mais je les attends. Je les attends parce qu'il faudrait encore que je sache ce qu'on me reproche. Vous comprenez? Il faudrait qu'on sache. Mais je vous le dis et je vous le redis. Je vous le dis et je vous le redis. C'est devenu une banalité dans les pays africains. C'est-à-dire que quand on cherche un chef d'État, on glisse sur le terrain. Ah oui, il y a eu un mort ici, il y a eu 20 morts là-bas, il y a eu 30 morts, sans qu'on les voit. Sans qu'on les voit. Donc, moi j'attends qu'on me dise qui est mort, j'attends qu'on me dise comment il est mort, j'attends ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la question. La question, c'est que qui a gagné les élections du 28 novembre 2010? Et j'insiste dessus. Qui les a gagnés? Et c'est trop facile de glisser et d'aller ailleurs pour... Non. Les élections du 28 novembre, qui les a gagnés et qui les a perdus? Pourtant, votre adversaire Alassane Ouattara forme un gouvernement, nomme des ambassadeurs qui sont reconnus. L'ambassadeur nommé par Alassane Ouattara en France a été reconnu. Oui. Comment expliquez-vous cela? Mais la France a tort. J'ai dit que la France a tort. Et quand je dis, écoutez, quand j'ai commencé ma campagne électorale, j'ai dit aux Ivoiriens, nous sommes 14 candidats, mais il y a un candidat pour la Côte d'Ivoire et il y a dedans des candidats pour l'étranger. Mais les Ivoiriens, ils savent aujourd'hui qui est le candidat pour la Côte d'Ivoire et qui est le candidat pour l'étranger. C'est clair aujourd'hui. Donc, ce n'est pas une difficulté. Mais je dis que la base sur laquelle la France dit « je reconnais tel ambassadeur », c'est une base qui n'a pas de fondement juridique. Ça n'a pas de fondement dans les relations internationales. Et le mandat de l'ONUCI a-t-il un fondement véritablement? Oui, le mandat de l'ONUCI... Est-ce que les forces de l'ONUCI sont impartiales en Côte d'Ivoire? Elles ne sont plus impartiales. Depuis quand? Depuis cette élection. Parce que nous, on les a considérés comme une force impartiale depuis, disons, depuis 2003-2004, quoi. Et puis, dès l'instant où leur chef, M. Koy, qui est le chef de l'ONUCI,
qui vous met directement en cause. Oui, que moi je remets directement en cause. Moi je mets directement en cause. Dès l'instant où Choi, au lieu de certifier comme il a fait pour le premier tour, parce qu'il y a eu un premier tour et un deuxième tour, pour le premier tour, il n'y a pas eu de bruit. Parce que la commission électorale a proclamé un résultat. Et le Conseil constitutionnel, après avoir délibéré, a confirmé ce résultat. Il pouvait ne pas le confirmer, mais il a confirmé. Et c'est après ça que Choi a certifié le résultat du premier tour. Bon. Ça s'est bien passé. Au deuxième tour, le délai imparti constitutionnellement à la commission électorale est passé. 2 diplomates prennent Youssouf Bakayoko. Je vous signale que Youssouf Bakayoko, on ne sait plus où il est. Depuis, on ne l'a plus revu. En tout cas, pas moi. Ils le prennent, ils l'amènent dans le QG de mon adversaire et il dit un chiffre et Choi dit que ce sont ces chiffres-là qui sont vrais. Donc moi, je le mets directement en cause. S'il y a eu une pagaille. Que cherche-t-on en Côte d'Ivoire aujourd'hui? On cherche à placer Ouattara comme président de la République. C'est ça que certains pays occidentaux, dont la France, cherchent. Pourquoi Laurent Gbagbo? Je n'en sais rien. Ça, c'est vraiment, ça, c'est à eux qu'il faut poser la question. Il y a des intérêts économiques derrière? Certainement, parce qu'un État agit toujours selon ses intérêts. Donc, certainement qu'il y a des intérêts économiques, il y a peut-être des intérêts. Je n'en sais rien. Mais le pays affronte une crise politico-militaire depuis plusieurs années déjà. Voilà. Vous êtes à la tête du pays depuis plusieurs années déjà. Oui. On dit que vous n'avez pas pacifié le pays. Que répondez-vous à vos adversaires? Bien, ça c'est une très bonne question. J'étais président depuis 2000 et en 2002, une rébellion éclate. Mais je suis devenu président en 2000 à la suite d'un gouvernement militaire. Et ceux qui nous ont attaqués en 2002 étaient les soutiens dans un premier temps de ce gouvernement militaire. Puis ensuite, ils sont rentrés en contradiction entre eux-mêmes. Et ils ont fui, ils sont allés soit au Mali, soit au Burkina. Bon. Ils sont venus attaquer le pays. Ils l'ont occupé en partie. Je vous signale que depuis cette époque où un gouvernement légitime a été attaqué par une armée rebelle, personne, parmi tous ceux qui aujourd'hui condamnent, personne n'a osé condamner fermement la rébellion. Personne n'a sorti une sanction quelconque contre les rebelles. Ni la France, ni l'Union européenne, ni l'ONU, personne n'a sorti une sanction quelconque contre un groupe armé rebelle qui attaque un pouvoir légitime, qui attaque un pays. Personne. Mais vous avez gouverné avec ces rebelles avec Attendez, mais de guerre lasse, j'étais obligé de trouver une solution pour que la paix advienne. Et je suis étonné de les voir rapides aujourd'hui, à peine après un mois du début de la crise électorale, sortir déjà des sanctions contre tel, alors qu'ils n'avaient jamais sorti des sanctions. Au contraire, la première chose qu'ils m'ont demandé, aussi bien la France, l'Union européenne, l'ONU, tout et tout, c'est de prendre une loi d'amnistie pour les amnistier. Je les ai amnistiés. Si nous n'avons pas eu d'élection en 2005, c'est précisément parce que le pays était occupé. Pourquoi les élections ont été repoussées à 5 reprises, monsieur Gbagbo? Oui, je vais vous dire combien de reprises elles ont été repoussées. Elles ont été fixées en 2005, tel le délai constitutionnel. Elles ne pouvaient pas avoir lieu parce que le pays était divisé. À moins de faire les élections uniquement dans la partie sous contrôle gouvernemental,
quelle aurait été la valeur d'une telle élection au plan politique? Elle n'aurait pas eu de grande valeur, mais plus que ça, constitutionnellement, dans notre constitution, il est interdit d'organiser les élections quand le pays est occupé. C'est un peu comme en 1940. Si on organisait en France une élection, quelle aurait été la valeur juridique et la valeur politique? Bon, donc, on n'a pas pu faire les élections en 2005. Ensuite, bon, il y a eu les péripéties, les négociations de Accra, Togo, Pretoria, et on a fait les accords de Ouagadougou en 2007. Nous avons fixé les élections en 2008. Les élections n'ont pas pu avoir lieu. Pour quelle raison? Parce que ceux qui faisaient les listes disaient qu'ils n'étaient pas prêts. La CEI a dit qu'elle n'était pas prête. En 2009, pareil. En 2009, pareil. Ils n'étaient pas prêts. Donc, normalement, les élections ont été repoussées à 3 reprises. Mais ce n'est pas le chiffre 3 ou 5 qui est un problème. C'est que chaque fois qu'on a repoussé les élections, il y avait une bonne raison. Alors donc, ils ne les ont pas condamnés. Aucun d'entre eux n'a été puni, n'a été sanctionné par toutes les instances dont je parle. Et je trouve que ça fait vraiment beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup au niveau de la partialité. Ces jugements qui nous viennent ressemblent un peu à la fin de cette fable de La Fontaine qui disait que selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous feront blanc ou noir. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Monsieur Gbagbo, avez-vous été naïf pour ces élections? Oh, je pense qu'il y a une dose de naïveté, il y a une dose de pression, il y a une dose de... Voyez-vous, j'ai toujours exigé qu'il y ait le désarmement. Et d'ailleurs, tous les accords qui ont été signés prescrivent le désarmement avant les élections. Est-ce que ce désarmement a eu lieu? Non, justement. Prescrivent le désarmement avant les élections. Toutes les résolutions des Nations Unies prescrivent le désarmement avant les élections. Vous aviez les moyens de faire désarmer. Pourquoi n'a-t-on pas désarmé? J'avais quel moyen pour faire désarmer? Vous pouviez vous adresser à l'ONUCI. C'est que vous ne connaissez pas l'ONUCI. Hein? Vous ne connaissez pas l'ONUCI. Dès qu'on s'adresse à eux, ils disent « ça, ce n'est pas dans notre mission ». Ça, ce n'est pas dans notre mission. Il y a quelquefois même où des choses se font à côté d'eux, ils disent « non, ça, ce n'est pas dans notre mission ». Vous comprenez? Donc, on n'avait pas les moyens, nous, de les désarmer, sauf à leur déclarer la guerre, ce qui remettait en cause tout le fragile édifice que nous essayons de construire. Tous les efforts entrepris, par vous-même au cours de ces dernières années. Voilà. Et ces efforts-là, je vais vous citer quelques points de ces efforts que j'ai entrepris. Donc, l'accord de Ouagadougou est un effort pour gouverner avec celui qui s'est déclaré chef de la rébellion. Il a été Premier ministre. On a bien travaillé, on a fait avancer les choses, nous sommes arrivés aux élections. Mais ils n'ont pas désarmé. Hein. Deuxièmement, la commission électorale telle qu'elle est. Les 2 tiers des membres de la commission électorale sont des opposants à moi. Parce que quand on négociait à Pretoria, je me suis rendu compte qu'ils voulaient avoir la majorité à la commission électorale. Je leur ai donné la majorité. C'était une concession que je faisais. Oui, mais Alassane Ouattara, votre adversaire, rétorque que le Conseil constitutionnel vous est acquis. Mais dans quel pays le Conseil constitutionnel n'est pas acquis au président de la République? Et regardez un peu le Conseil constitutionnel en France. Ce n'est pas moi qui ai inventé le Conseil constitutionnel, c'est le général de Gaulle. Regardez comment il est composé. En France, vous avez 9 conseillers, parce que le président de la République en nomme 3, le président du Sénat en nomme 3, le président de l'Assemblée nationale en nomme 3.
Aujourd'hui, tous les 9 sont proches de l'UMP. Ici, le président de l'Assemblée nationale en nomme 3, le président de la République en nomme 3. Tous les 6 sont proches de Gbagbo. Mais ça, c'est dans l'ordre des choses. C'est dans l'ordre des choses. S'ils veulent nommer les conseillers, il faut d'abord qu'ils soient au pouvoir. Donc le Conseil constitutionnel qui a légitimé votre présidence Oui. est le même que celui qui légitima la présidence de Bush face à Al Gore. Ah ben bien entendu, c'est exactement pareil. C'est comme si Al Gore se mettait à avoir un quartier général quelque part pour dire qu'il est président. Laurent Gbagbo, vous êtes Oui. le président des Mais Ivoiriens. Excusez-moi, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. L'article 35 de la Constitution ne me permettait pas à Alassane Ouattara d'être candidat. Pour quelle raison? Pour des raisons inventées par son allié d'aujourd'hui, Henri Konan-Bédié, de nationalité. Mais ça, ce n'est pas mon problème, c'est un problème entre eux. Et j'ai dit qu'on ne peut pas rester longtemps dans une telle affaire. Et donc, c'est aux négociations de Pretoria que j'ai pris la décision d'utiliser l'article 48 de la Constitution, qui est comme l'article 16 de la Constitution française, pour prendre une décision autorisant Ouattara et Bédié à être candidats. Bédié parce qu'il est frappé par l'âge, il faut être au plus âgé de 75 ans, et Ouattara à cause de cette question de nationalité. Donc, je pense que j'ai fait beaucoup d'efforts. Mais, dans le même temps, je pense que les gens faisaient des pièges. Pendant que moi, je préparais les élections, les gens me posaient des pièges. Et surtout, le plus gros piège, c'est qu'ils refusaient de faire désarmer la rébellion. Et le jour du 28 novembre, ce sont des hordes armées qui sont rentrées dans les bureaux de vote. Des hordes armées. Pour frapper tous ceux qui nous représentaient, les jeter dehors, réécrire les procès-verbaux des bureaux de vote, c'est inacceptable. C'est pourquoi depuis, je demande une seule chose. J'ai dit, ceux qui veulent savoir la vérité, et j'en suis, qu'ils viennent avec un comité et qu'on vérifie tous les documents en notre possession sur ces élections pour qu'on voit qui a gagné. Donc demain, vous